Très chers amis amateurs de thé, bonjour, bienvenue à un nouveau cours avec moi, Stéphane Nerler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com, maintenant vous connaissez. Et puis maintenant, on va aussi aujourd'hui parler d'un nouveau thé, le premier thé de 2022, je suis très content de pouvoir vous le présenter, c'est le Oolong Seojichun Dongpian. Et comme c'est également le thé le plus abordable dans ma sélection, je vais en faire une description un petit peu plus pour débutants, parce que c'est vraiment le thé qui est parfait pour les débutants et également pour tous les jours. Donc on va vraiment essayer de le décrire de la manière la plus complète possible et qui permettra également à un néophyte de bien comprendre ce que c'est que ce thé. Donc, commençons par Oolong. Nous sommes donc dans la catégorie des thés partiellement oxydés. Petit rappel, on a 6 catégories de thé. Les thés verts qui ne sont pas oxydés, les thés jaunes qui sont un tout petit peu oxydés, les thés blancs qui sont simplement séchés, donc très peu oxydés également. Puis nous avons la famille des Oolong, donc ce thé maintenant, qui est la famille des thés partiellement oxydés et plus ou moins torréfiés. Puis nous avons la famille des thés rouges ou noirs, Hongcha, qu'on traduit en thé rouge, mais en Europe on les appelle les thés noirs, qui sont les thés qui sont complètement oxydés. Et nous avons la dernière famille, c'est la famille des thés fermentés. En chinois, on les appelle les reicha, donc les thés noirs, si on traduit le chinois. Et dans cette famille de thés fermentés, nous trouvons notamment les pu'er, qui sont les plus fins, les plus renommés. Mais on en trouve également des thés fermentés dans d'autres régions, dans le Hubei, Hunan, Sichuan, enfin il y a plein de régions qui font du thé fermenté, mais les meilleurs, les plus fins sont faits dans le Yunnan et ce sont les pu'er. Voilà, donc ce n'est pas un thé fermenté, ce n'est pas un thé complètement oxydé, c'est un thé semi-oxydé. Et comme c'est l'oxydation partielle, la famille des Oolong, c'est aussi la famille des thés qui sont les plus complexes, parce que on peut passer des thés légèrement oxydés à des thés moyennement oxydés et à des thés très oxydés, mais pas complètement. Et en plus, on peut rajouter l'autre variable de la torréfaction. On peut ne pas torréfier un petit peu, beaucoup passionnément, à la folie. Et bon, voilà. Donc, dans la famille des Oolong, c'est la famille également la plus complexe. C'est pour ça que pour bien comprendre un Oolong, ça ne suffit pas de dire que c'est un Oolong. Une autre information qui va être essentielle, ça va être le cultivar. Le cultivar, c'est au thé ce que le cépage est au vin. On a du merlot, du pinot noir, du sauvignon, du chardonnay, etc. comme cépage dans le vin. Et en thé, nous avons des cultivars. Nous avons donc ici le Seojichun, nous en avons plein d'autres, Jinchuan, Tsuyu, Qingxing, Qingqingdapang, on a le Jingui, on a du Zhougui, etc., etc. On a plein de différents cultivars. Et donc ici, la deuxième information importante, ça va être le cultivar. Ici, il s'agit d'un cultivar Seojichun, qu'on peut traduire mot à mot du chinois en français par 4 saisons printemps. 4 saisons printemps, ça réfère au fait que ce thé-là, il est récolté pratiquement toute l'année. En fait, on en fait pratiquement 7 à 8 récoltes par an, tous les 50 jours environ. C'est un thé qu'on va plutôt planter en basse altitude, qui est un thé donc de haut rendement et qui est un thé très fleuri, qu'on va plutôt oxyder de manière légère afin d'avoir ces arômes légers.
vu qu'on veut qu'il ait les odeurs de printemps, hein, 4 saisons printemps, donc il a toujours des odeurs de printemps, quelle que soit la saison où on le récolte. Mais il y a encore un mot à la fin pour le décrire, c'est Dong Pien. Dong Pien, ça veut dire, traduit du chinois au français, hiver pétale. Donc pétale d'hiver, c'est-à-dire que ce sont des feuilles qui ont été récoltées en plein milieu de l'hiver. C'est ce que j'appelle un petit peu la vendange tardive, la récolte tardive. C'est que d'habitude on arrête de récolter les oolongs au mois de décembre, hein, début décembre. Ça c'est vraiment l'extrême limite pour la saison d'hiver, d'après le calendrier chinois. Et après il fait trop froid vraiment dans la vraie saison d'hiver, quand après le 21 décembre, quand la saison astronomique de l'hiver commence, c'est là qu'on a le moins de soleil, c'est là qu'il fait le plus froid également. Et en théorie, il devrait faire trop froid pour que les feuilles poussent. Mais Taïwan étant un peu une île subtropicale, il arrive quand même, notamment dans le centre et dans le sud, qu'il fasse assez chaud, qu'il y ait assez de soleil par instant pour que les feuilles se prennent à se croire au printemps et qu'elles poussent de manière un petit peu désordonnée. Et quand ça arrive, on peut faire une récolte de Dong Pien, de pétales d'hiver. Donc ça va être un mot qui caractérise cette saison un petit peu particulière qui est entre la saison de l'hiver et la saison du printemps. Elle n'est pas limitée au Dong Pien. On peut également faire des récoltes de Dong. Elle n'est pas limitée au Sujichun. On peut également faire des récoltes de Jinchuan Dong Pien, ou bien de Tsuyu Dong Pien, ou bien même de Qingxing Dong Pien. J'ai encore un petit peu dans ma boutique, dans ma sélection, un Shaninshi Dong Pien, donc un thé de haute montagne qui a été récolté après la récolte d'hiver, donc à la façon Dong Pien, grâce à un ensoleillement et une chaleur un petit peu inhabituelle qui a permis de faire cette récolte. Bon, maintenant, avec ces dernières années, en basse altitude, pratiquement on a chaque année des Dong Pien dans la région de Mingjian, mais c'est quand même un peu plus exceptionnel en haute altitude. Plus on va haut en altitude, plus c'est exceptionnel. Voilà, je ne me vois pas, mais tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire pour bien caractériser un oolong? Donc, on a également caractérisé par le fait celui-là, il est plutôt légèrement oxydé, pas torréfié. On a également l'information sur le moment de la récolte. Donc là, le Dong Pien, après la récolte d'hiver, celui-là, il a été récolté le 24 janvier et il est façonné, il est roulé en boule. Donc il ne ressemble pas à un baozong qui va être où on voit la feuille de manière torsadée. Ici, la feuille elle est roulée à la manière des oolongs de haute montagne. Et il a une odeur très légère. Sa couleur est très fraîche également, un vert frais. Et on n'a qu'à l'infuser un petit peu. J'en ai déjà infusé une première fois, j'en ai déjà tiré une première infusion. Je vais en faire une seconde infusion. Ça, je le remets dans ma jarre. Et donc, ce qui est intéressant avec ce cultivar en particulier, d'abord, c'est son prix. Il est très très abordable. L'an dernier, il était à $12 pour 150 grammes. Là, il est passé pour cette récolte-ci à $12,50 pour 150 grammes. Oui, il y a de l'inflation actuellement à Taïwan pour l'été cette année. On va voir, ça risque d'être général également pour d'autres thés. Donc, si vous voulez encore profiter de prix bas, vous pouvez considérer d'acheter ceux de l'an passé, qui sont encore toujours très frais. Hein.
Ça, il n'y a pas trop de problème, ce n'est pas des thés verts. Les thés oolong gardent bien leur fraîcheur. Mais donc, ce thé-là, il a déjà augmenté en prix cette année. On en parlera un petit peu plus sur l'inflation en seconde partie de ce cours. L'autre particularité, donc, c'est un thé plutôt léger en arôme, en odeur, en senteur, très fleuri, avec moins de puissance en goût. Ce n'est pas un thé qui va devenir amer. Il faudra vraiment l'oublier, en mettre beaucoup. Mais donc ça peut avoir un avantage pour les débutants, c'est que c'est un thé qui est plutôt facile à préparer. Il supporte très bien des températures d'eau qui sont au niveau de l'eau bouillante, et il garde une certaine fraîcheur, une certaine légèreté, même si on le surdose un petit peu, ou bien si on l'infuse un peu trop longtemps. Et avec son prix, ça fait un bon compagnon pour un thé de tous les jours, si on n'a pas le temps vraiment de se consacrer à un chachi en bonne et due forme. Ça peut être une bonne alternative, notamment pour des débutants, également pour pouvoir mieux apprécier la différence entre un tel thé et un thé de haute montagne. C'est en les comparant qu'on arrive à mieux apprécier aussi qu'est-ce qui fait la qualité d'un Qingxing Oolong de haute montagne. Si on commence déjà par ça et qu'on ne boit pas de Sujichun, on ne voit pas le saut de qualité qu'on fait avec un autre cultivar. Et celui-ci, il a une odeur très particulière qui a également son charme, qui est en théorie assez simple à reconnaître. Voilà, donc c'est ma seconde infusion avec cette théière. La semaine dernière, je vous avais montré comment infuser en mode de test, également avec un Gaiwan ou bien avec un bol. Donc vous pouvez vous inspirer de cette méthode également pour tester le Sujichun pour la première fois. Là, j'utilise une thé Rixing, ça marche bien aussi. Une belle couleur, bien transparente. Alors bon, au niveau de la couleur, on aurait vraiment du mal à la distinguer d'un oolong de haute montagne. C'est vraiment très proche. Et ça, c'est également le fait de cette récolte en fin janvier. C'est le moment où les conditions climatiques à Mingjian, en basse altitude, sont les plus proches des conditions climatiques de la haute montagne. C'est-à-dire que le temps d'exposition au soleil va être plus réduit, parce qu'en montagne aussi, le temps d'exposition au soleil il est réduit quand la plantation est sur un versant de la montagne, donc elle ne reçoit le soleil qu'une partie de la journée. Et les nuits sont les plus froides fin janvier, même en plaine, de même qu'elles sont froides en haute montagne au printemps ou en hiver. Et c'est ça qui permet à ce Sujichun Dongpian d'être une bonne imitation des thés de haute montagne. Et notamment d'avoir des odeurs assez puissantes qui sont intéressantes. Voilà. Maintenant, je voulais également vous donner un petit peu quelques informations nouvelles. Donc, comme je le disais, notamment sur l'inflation, ce thé, il est devenu un peu plus cher que l'an dernier, parce que les prix commencent à monter également à Taïwan. Donc, il est passé de 12
$ pour 150 grammes à 12,50 $ pour 150 grammes. C'est pas encore une grande augmentation, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement qui s'est enclenché, qui va continuer encore de plus belle au fur et à mesure que les prix de l'énergie vont augmenter, parce que l'énergie se trouve un peu partout dans le thé. On trouve l'énergie déjà dans les engrais, hein, comme dit, c'est un thé qui est récolté 8 fois par an, donc ça c'est un thé qui a besoin d'engrais pour pousser. Ce n'est pas un thé comme certains de mes thés qui sont plus organiques et qui utilisent un peu d'engrais, ou bien en tout cas des engrais de... Bon, au moins c'est un engrais qui est organique. Mais donc les engrais, c'est fait à base de pétrole. Ensuite, lors de la transformation du thé, on a besoin également d'énergie, notamment au moment du satching, c'est-à-dire de l'arrêt de l'oxydation. On utilise des grands fours qui sont chauffés à 180 degrés Celsius pour chauffer les feuilles pendant un quart d'heure environ. Enfin, ça dépend des producteurs. Et donc, pendant ce temps-là, ça demande donc beaucoup de gaz, et le gaz devient plus cher, donc là ça va également renchérir le prix du thé. Il y a également de nouveau l'électricité pour le séchage des feuilles, bien sûr pour faire tourner les feuilles, pour les comprimer, on a besoin d'électricité, d'énergie. On a à nouveau besoin d'énergie pour transporter dans Taïwan les feuilles. L'emballage également, il est fait à partir d'hydrocarbures, donc les emballages également vont coûter plus cher. Et puis maintenant, le plus gros problème qui risque de se poser, c'est que le transport entre Taïwan et l'Europe va être rendu plus compliqué avec le fait que les espaces aériens russes sont maintenant interdits aux compagnies européennes. Alors j'espère que la poste taïwanaise utilise beaucoup les compagnies taïwanaises pour acheminer leurs paquets vers l'Europe, et ces compagnies taïwanaises pour l'instant ne semblent pas affectées par cela. Mais elles ont déjà indiqué que la poste ne va plus livrer en Ukraine et en Russie. Donc ça risque également de renchérir bientôt les prix des transports vers l'Europe. Donc je préfère vous prévenir, ce sont des choses qu'on peut vraiment anticiper, des choses qui vont arriver. Et comme plein d'autres thés risquent d'être plus chers, voici un thé qui permet de combattre l'inflation, vu que c'est un thé très abordable au niveau du prix. J'ai déjà certains clients qui m'ont demandé, tiens, est-ce qu'il y a des solutions pour... parce que ce sont des gens qui boivent pratiquement tous les jours du thé, donc ils me disent, tiens, comment est-ce que je peux faire pour toujours boire du thé tous les jours, mais dépenser moins. Et donc ça c'est un des thés que je leur recommande, notamment s'ils aiment bien les thés de haute montagne. Une autre solution, c'est mon Baozhong premier prix, ou bien un Jin Xuan. Et puis bon, après c'est à vous de voir, mais j'ai notamment un ami qui enseigne le yoga qui a trouvé ce thé, en tout cas celui de la version de l'an dernier, très très bonne. Là il vient juste d'arriver, donc il m'a déjà passé commande, il va être un des premiers à recevoir ce thé là. Mais je trouve qu'il est très très proche de la version de l'an dernier. Très frais. L'an dernier était récolté à peu près à la même époque, donc il n'y a pas de grande différence. Je me vois toujours pas. Alors, ah si. Voilà, donc prenez soin de vous. Bien sûr, on pense surtout aux pauvres gens d'Ukraine, et ce sont eux qui sont les plus impactés par le conflit, et j'espère que ce conflit va pouvoir s'arrêter très très rapidement afin que la situation revienne au normal. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup d'indices qui vont mettre la pression sur les prix du thé et du transport. Donc préparez-vous à cela. Et peut-être qu'il y aura un peu moins d'Aoling dans les paquets, mais un peu plus de Sujichun. En tout cas, j'ai fait le plein dans mon stock.
C'est un thé que vous pourrez également conseiller à des amis qui veulent faire le pas. D'ailleurs, j'ai également mis un nouveau Rong Shui Oolong de Suji Chun en ligne. Donc c'est la version un petit peu torréfiée du Suji Chun que je trouve cette année, la nouvelle version, elle est vraiment fait penser presque à du café. Donc si vous avez des gens qui veulent passer du café au thé, la version torréfiée de cette année, je trouve que ça peut être également un très très bon, une bonne alternative. Et lui, il reste là au même prix par exemple, par contre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette leçon et je vous revois la semaine prochaine pour un autre cours de thé. Merci.